Alors que la société, couplée à la pop culture internationale, continue de nous brandir systématiquement le couple et la romance comme l'arme salutaire numéro 1 qui peut satisfaire tous nos besoins de bonheur, d'épanouissement, de stabilité, de désirs remplis, les jeunes générations n'ont jamais été aussi peu en couple et n'en ont jamais aussi peu eu envie. Alors que les politiques s'inquiètent un peu plus de ce phénomène, puisqu'entraînant la baisse de la natalité dans bien des pays très puissants à l'heure actuelle, oui, in fine, leur préoccupation, c'est pas trop le couple ou la romance, c'est le fait qu'il y ait plus d'enfants derrière, la vraie question de cette baisse d'envie, selon moi, rate sa cible. Est-ce que notre génération est moins sensible au couple et à la romance, ou est-ce qu'il y a un trop grand écart entre la manière dont cela nous est représenté et la manière dont cela nous est réellement accessible? Et est-ce que surtout ça correspond à nos attentes et nos envies? Eh bien aujourd'hui, on en parle ensemble, alors c'est parti? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Juliette et j'ai 25 ans. Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, bienvenue. Pour les personnes qui sont là depuis longtemps, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu un facecam sur cette chaîne justement. Alors, suivant le titre et la miniature sur laquelle vous êtes tombés, oui parce que maintenant YouTube permet aux créatrices de pouvoir tester plusieurs titres et miniatures afin que ça puisse toucher le plus de gens possible, vous avez dû ticker et potentiellement cliquer dessus en mode mais qu'est-ce qu'elle va encore nous dire celle-là? En fait, récemment, je me suis faite la réflexion que les années passant, moi qui m'étais toujours considérée comme une amoureuse de l'amour, une amoureuse voilà, du romantisme et du couple, je m'en détachais de plus en plus. Alors même que j'ai continué de côtoyer des personnes, d'avoir des relations tout au long de ces dernières années. Et en fait, pendant très longtemps, j'ai cru que le problème venait de moi, parce que pendant très longtemps, on m'a fait comprendre qu'en tant que femme, c'était un problème de ne pas vouloir le couple, la stabilité, et bien évidemment toutes les étapes qui allaient se poursuivre après cela, donc forcément, voilà, la maison, les enfants, puisque dans la vision hégémonique de l'amour hétérosexuel, il n'y a pas d'autre issue. Et donc, de ce fait, pendant très longtemps, je me suis dit, c'est moi qui ai un problème à pas vouloir tout ça, ou à pas me sentir prête, ou à ne pas... Non, me sentir prête, c'était suffisant, ne pas vouloir, ne pas me sentir prête, voilà. Sauf que, récemment, en grandissant, j'ai parlé avec des gens beaucoup plus vieux, des gens en couple aussi, enfin pas que des gens de mon entourage, des femmes de mon entourage, j'ai aussi beaucoup parlé avec les couples de ma famille qui sont toujours ensemble, ou plus forcément ensemble, qui ont été recomposés. Et j'ai écouté aussi beaucoup d'histoires, et je me suis rendu compte que en fait, c'était pas tellement un constat que j'étais la seule à me faire, loin de là. Qu'il y avait peut-être derrière tout ce sentiment de dépassement de la chose, quelque chose de beaucoup plus collectif. Mais avant de vous parler de tout ça, pour cette vidéo qui est aussi importante à mes yeux, quel autre meilleur sponsor que Evenco? Evenco, c'est une marque française certifiée B Corp avec qui je travaille depuis des années maintenant et dont je ne peux littéralement pas me passer, ou je dirais même plus me passer de leurs produits. À savoir des culottes menstruelles. En tant que personne qui a ses règles, en fait, je ne les ai pas choisies. Par contre, ce que je peux choisir en termes de protection hygiénique, c'est la meilleure alternative, la plus économique pour moi parce que ça coûte très cher, et la plus saine pour moi parce que celles qu'on a sur le marché depuis toujours sont très nocives. Les culottes menstruelles Evenco vous permettent notamment de remplacer totalement les tampons et les serviettes hygiéniques, tout en vous offrant une protection de 12 heures sans fuite ni odeur. En coton certifié bio, elles sont hyper agréables, elles vous gardent au sec tout en évitant les sensations de frottement et sont parfaitement invisibles sous les vêtements. Enfin, en plus d'être efficace, regardez la finesse du truc quoi. Littéralement, ça change tellement la vie, on revient plus jamais en arrière, moi ça fait 4 ans, donc foncez. Surtout qu'en ce moment, il y a la plus grosse offre ever sur le site, à savoir le Black Friday. Vous avez moins 70% directement applicable sur les culottes du site, mais en plus, grâce à mon code Juliette, vous avez 2 culottes menstruelles offertes. Rien que ça. En gros, quand vous allez ajouter un produit dans votre panier, vous allez aussi ajouter le pack de culottes menstruelles. Une fois le tout ajouté, vous avez automatiquement ces 2 culottes offertes. Donc vu que c'est la plus grosse offre de l'année, ça part très vite, les quantités sont limitées, donc surtout foncez, cliquez sur le lien, il sera en description avec mon petit code, et changez-vous la vie, enfin je veux dire, vous allez le voir dans la vidéo, mais on subit déjà assez comme ça. Offrons-nous la paix de manière durable. Et merci encore à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. D'ailleurs, on y retourne.
Tout ça là est né donc de questions que je me suis posées et que j'ai décidé de poser également à des amis célibataires de mon entourage. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous proposer des réponses plurielles, nuancées, qui sont pas toutes fixées sur la même base, autour de questions qui m'ont complètement popé à l'esprit pour redéfinir ma vision du couple, de la romance et de la place que je voulais lui laisser ou non dans ma vie en tant que femme, notamment à l'heure actuelle. Je pense que bien sûr mes propos seront gouvernés par le fait que je suis une femme et que du coup il y a quand même une double peine à certaines visions que je vais avoir du couple, etc., comme on nous le vend à l'heure actuelle, puisque toujours très façonné par le patriarcat, mais je pense que ce discours peut être très intéressant déjà en tant qu'homme, si vous êtes curieux de peut-être un peu plus comprendre pourquoi il peut y avoir de la réticence en tant que femme au couple, et peut-être éviter d'avoir des propos tels que « je comprends pas, enfin, tout le monde a envie d'amour !» Parce que, vous allez le voir, ce n'est pas du tout ça dont il est question. Oui, l'amour, on en a tous envie, on en a tous besoin. C'est la manière dont on le traduit à l'intérieur d'un couple, en fait, surtout pour les femmes, qui peut poser problème, qui pose complètement problème. Je tiens à dire que j'ai 3 livres qui m'ont beaucoup ouvert l'esprit, qui m'ont beaucoup aidé à creuser, et je vous les recommande vraiment hyper chaudement. Il y a d'abord Post-romantique, c'est un peu de ce livre en fait que me vient l'idée de faire cette vidéo, de Aline Laurent-Maillard, à savoir comment moins de romance pourrait sauver l'amour et la société. Déjà, ce que j'ai adoré, c'est qu'on a une autrice qui est queer, puisque asexuelle et aromantique, donc c'était hyper intéressant d'avoir quelqu'un qui nous parle de couple et de la romance en tant qu'aromantique et asexuelle. Mais surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle a rappelé tout le long de son livre qu'en fait l'amour était loin de s'arrêter à ce qu'on attend du couple et de la romance, qu'il nous entourait et qu'il y avait peut-être plus loin à voir dans notre société, dans notre construction en tant qu'individu, que ce que nous laisse le couple comme choix. Un autre livre que j'ai adoré, c'est de Chloé Thibault, à savoir Désirer la violence. Ça pareil, c'est une lecture qui m'a vraiment permise de voir différemment certaines réponses, certaines attentes que j'avais du couple, puisque en fait elle aborde comment la pop culture notamment avait pu nous donner une vision faussée de ce à quoi doit ressembler l'amour, et encore plus pour les femmes, de la violence qui pouvait y être intrinsèque et acceptable, alors qu'en fait pas du tout. Ce que j'ai adoré, c'est que c'est pas du tout un réquisitoire en fait contre les hommes, c'est une fois de plus un réquisitoire contre le patriarcat, et cela nous donne des pistes de comment voir les choses différemment, que ce soit au niveau de l'art mais aussi au niveau de notre propre perception, de nos attentes en fait du couple romantique. C'est autant perturbant que game changer en vérité, parce qu'il y a tellement de choses qu'on déconstruit. Et surtout, un dernier livre, enfin je devrais dire essai, qui moi m'a permis de voir aussi beaucoup la chose d'un œil différent, c'est Amour silencieux, repenser la révolution romantique depuis les marges de Christelle Murula. Oh, je le montre pas bien. Pourquoi je le mets? Parce qu'il va me permettre de faire un gros disclaimer à l'entrée de cette vidéo, parce que Christelle Murula, en fait, c'est une journaliste noire. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, dans toutes les déconstructions que j'ai qui me sont accessibles, qui me permettent de voir le couple, de penser la romance différemment, tout ça est permis par le fait que j'ai énormément de privilèges. C'est un constat, et mes amis que vous verrez qui vont intervenir tout au fil de la vidéo les ont quand même relativement de manière identique. On est toutes des femmes cisgenres, on est des femmes blanches, à part une de mes amies qui va intervenir qui s'appelle Lou, qui a un métissage quand même dans sa famille asiatique. Mais globalement, ce qui est hyper important, c'est qu'il y a plein de moments où on va vous parler en fait en termes de notre expérience, mais il faut bien retenir que notre expérience, elle se base sur des privilèges et une chance qu'on a de déconstruction en fait des sujets qui nous entourent, notamment le couple ou la romance. Pour beaucoup de femmes qui vont être par exemple racisées, qui vont être non-valides, qui vont avoir des handicaps, qui vont être marginalisées en raison de leur sexualité ou encore de leur religion, tout ça n'est pas aussi simple et tout ça n'est pas aussi applicable. Parce que malheureusement, elles doivent déconstruire et combattre avant ça des questions que nous ne pourrons jamais vivre, à savoir par exemple du racisme ordinaire, du validisme et tant d'autres choses parfaitement ignobles, toujours beaucoup trop d'actualité. Voilà, c'était un disclaimer qui me semblait quand même très important de dire, et je vous invite du coup beaucoup à découvrir cette œuvre très courte mais je trouve limpide de Christelle Murula, au même titre que les 2 autres que je vous ai présentées. Alors en fait, une des premières questions que je me suis posée quand j'ai commencé à repenser l'amour, c'était de me dire
Quelle est la définition tout simplement que je m'en fais et quelle est la conception qui me pose problème dans la société. Tout au long de la vidéo, vous allez voir, mais je fais vraiment une distinction parfaite entre l'amour et entre la romance. Déjà, et je vous invite à vraiment lire ce bijou pour le comprendre, mais la romance est une création qui s'est faite au 19e siècle, si je ne dis pas de bêtises. Ce n'est absolument pas quelque chose d'inné, non, dans la romance, on a vraiment le fait de romancer, de fabuler, de créer autour. Par contre, ce qui ne ment pas, c'est l'amour. Selon moi, la conception que la société me renvoie du couple ou de l'amour, c'est quelque chose de très fantasmé autour de l'idée de la stabilité, du grand frisson, voilà, du bonheur, de l'épanouissement et surtout de la fusion. En fait, quelque chose dont je me suis rendu compte en y repensant, c'est que depuis toute jeune, il y a toujours eu ce côté-là qui m'a dérangée. C'était le fait qu'on se fond dans un nous collectif, dans un on. On parle pas en jeu quand on est en couple vraiment stable, on parle en on. Alors qu'en fait, deux individus quoi. L'autre constat qui m'a sauté aux yeux, c'est que je trouve que la société nous vend beaucoup le couple et la romance en fait comme un marché très régulé. Et ça c'est une idée qu'on retrouve beaucoup dans Post-romantique comme dans Amour silencieux. C'est qu'en fait, le schéma amoureux, on a l'impression qu'il est totalement libre et flexible, alors qu'il va très vite correspondre à des standards de marché. On a des acteurs intéressés, non intéressés, oui toi tu me plais, non toi tu me plais pas, et on va avoir des steps, surtout passé un certain âge, de ok, on se paxe, ou on se fiance, ou on se marie, et puis on commence à investir dans un bien immobilier, et puis on va avoir potentiellement des enfants, ou des animaux. Très vite en fait il y a un schéma qui s'organise. Et je sais que ce manque de liberté, moi, ne me correspond pas du tout. Plus je vieillis, plus pour moi, le couple, c'est censé être un bonus et pas une injonction de vie. Parce que, comme je vous l'ai dit, dans les privilèges que j'ai la chance en fait d'être déjà très très bien dans ma vie. Et pendant très longtemps, je me disais que j'étais incomplète parce que je n'avais pas ça, parce que c'est ce qu'on m'a dit pendant de nombreuses années, alors qu'en vérité, je trouve que la plus belle romance à l'heure actuelle que je me souhaite et vers laquelle je tends quand même de plus en plus, c'est quelque chose de très doux. C'est un partenariat en fait de vie avec un partenaire de vie. C'est d'ailleurs pour ça que même les personnes aromantiques, donc qui ne ressentent pas le désir amoureux comme nous on peut le ressentir, disent vouloir au contraire par contre des partenaires de vie parce que ça c'est très très agréable. En fait je crois que mon couple de rêve ce serait de date mes potes, genre amoureusement. Parce que c'est les personnes avec qui j'ai le plus d'attention, grâce auxquelles je suis le plus prise en considération. Mais maintenant, qu'en est-il de mes amis ? De ce que moi je vois à travers les livres, les films, les séries, globalement tout ce qu'on diffuse autour de nous, j'ai l'impression que le couple c'est vraiment genre une étape obligatoire dans ta vie humaine. Quand tu deviens à peu près adulte, quand t'es à peu près stable, tu dois de toute façon passer par le couple. Ça c'est à peu près à mon stade d'âge. Quand t'approches la trentaine, c'est un passage obligatoire. Même quand j'étais plus jeune, c'était quelque chose que on devait vivre. De tomber amoureux, des amours de vacances, des amours de lycée. Enfin, c'est comme fatalité. Genre, ça va t'arriver quoi qu'il. C'est comme ça que j'ai l'impression que c'est un peu vendu à travers tout ce que je lis. Et c'est toujours très joli, et c'est c'est mis en valeur évidemment, à travers des belles histoires romantiques, très poétiques, etc. Soit c'est aussi vendu à travers la romance ou les séries de façon très... des relations très toxiques, très chaotiques. After et tout, où c'était toujours des relations très toxiques, et c'est absolument par ce biais-là qu'on devait tomber amoureux. C'est un peu ça que je trouve qui est vendu aujourd'hui et qu'on voit même à travers encore des émissions de TV type Love is Blind. J'ai l'impression que... En tout cas, actuellement, je suis en train de regarder littéralement Love is Blind USA. Je me rends compte à quel point les gens ne s'aiment pas, enfin, ils savent pas communiquer, enfin, c'est terrible. Moi, ma conception de la romance, c'est plus quelque chose d'imprévu. Une connexion, un lien émotionnel effectivement qui se fait entre deux personnes. Genre le sentiment amoureux, je l'avais entendu, je trouvais ça super intéressant. C'était que le sentiment amoureux c'est quelque chose d'anarchique, c'est quelque chose d'incontrôlable. Et donc c'est un peu par ce truc-là que j'attends en fait, j'imagine la romance, sans trop l'attendre. Moi je le vois pas comme une fatalité en fait. C'est pas parce qu'on s'aime qu'on va faire toute notre vie ensemble, c'est pas parce qu'on s'aime qu'on va faire des enfants, c'est pas parce qu'on s'aime qu'on va se marier. Je trouve qu'après ça se construit en fait avec l'autre personne et les besoins de l'autre quoi. Pour moi, la romance et le couple, ce n'est pas exactement la même chose et ils ne vont pas forcément ensemble. Je retrouve de la romance dans des choses autres que le couple. Je me vois être romantique avec ma maman, avec certaines de mes potes, et je disais que ma conception du coup de la romance en elle-même est beaucoup plus brute et naturelle que celle de la société, tout simplement. La mienne, elle se construit et elle se vit comme elle vient. Alors que celle qui est donnée par la société, j'ai vraiment l'impression qu'on nous la force, qu'on nous la fout sous le nez et qu'on la ramène à toutes les sauces, là où forcément on n'aurait pas besoin qu'elle soit là. Mais c'est vraiment trop l'utiliser et ça en casse son essence. Je dirais que là où la société impose
la romance et plus généralement, plus fortement le couple, comme une étape de vie, comme quelque chose d'obligatoire, comme un accomplissement personnel, voire un but, ouais, un but de vie en fait. Moi, je le vois simplement comme un bonus, un choix, une option, une possibilité, mais en aucun cas comme quelque chose qui me compléterait ou qui me définirait en fait en tant que personne. Du coup, une question corollaire que je me suis posée également à la suite de ce constat, c'était de me dire, mais est-ce que la manière dont le marché amoureux m'est présenté à l'heure actuelle me correspond ? Sur le marché amoureux en tant que tel, l'apparition des applications de rencontres, moi, me pose souci sans me poser souci. C'est que tant mieux s'il y a des personnes qui trouvent leur compte, je ne remets pas du tout ça en question. Moi, ce que je remets en question en revanche, et par expérience personnelle, c'est que je ressens un sentiment d'extrême malaise quant à la marchandisation en fait des individus. Et surtout de la position dans laquelle cela nous met. C'est-à-dire que, en fait, en tant que femme, mais je pense qu'en tant qu'homme, ça se ressent aussi sur ces applications, le souci que j'ai, avec surtout le principe du swipe, même si on a des profils de plus en plus fournis avec Hinge, des applications alternatives à Tinder, comme Bumble aussi, où voilà, on va plus avoir de contexte, etc., où c'est plus les femmes qui vont faire le premier pas que les hommes, ça je crois que c'est sur Bumble. Même s'il y a tout ça, on reste quand même dans une vitrine de l'individu. Et en fait, j'ai pu y rester que 2 jours parce que ça m'était insupportable. De devoir me vendre, de mettre les photos. Ah, bon là j'espère que je serai assez jolie pour que les gens aient envie de cliquer sur moi alors qu'ils ont enchaîné 30 profils avant et qu'ils vont en enchaîner aussi 30 après. Et au-delà de me vendre moi sur ces images-là, ça m'a posé problème de devenir un peu une espèce de chasseuse de tête avec les profils des gens. C'est-à-dire que j'en étais arrivée à un point, mais où je devenais abjecte parce qu'on est tellement contraint à aller vite, c'est comme quelqu'un qui analyse des CV, c'est qu'on en voit tellement qu'il faut vraiment que tu captes mon attention en un profil, c'est exactement la même chose à mes yeux, et je trouve ça hyper problématique, parce que résumer des personnes à des photos, on va pas tous être photogéniques, on va pas tous savoir quoi sélectionner, on n'est pas tous en fait égaux quant au marché de l'amour et de l'amour, de la romance, de la mise en couple, ce que vous voulez, notamment sur les applications de rencontres, on n'est pas tous égaux quant à la manière de se vendre, et rien que ça, encore une fois, ça fait vraiment appel à une marchandisation des individus dans quelque chose qui devrait être pur comme l'amour, comme cela nous est vendu, qui me pose souci. Et dans laquelle, en fait, je ne me sens pas du tout à ma place, et à laquelle je ne veux pas du tout, que je ne veux pas du tout alimenter. De plus, il faut savoir que ces applications ne sont pas du tout neutres, et ça, encore une fois, je vous invite vraiment à lire Amour silencieux, mais en fait, c'est de voir que les personnes qui vont être, par exemple, racisées, vont être beaucoup moins mises en avant sur les plateformes que les personnes blanches. Donc là, c'est au-delà du point de vue personnel, après, je peux pas parler au nom de ces personnes, mais ça me semblait quand même assez pertinent de le relever. Je trouve quand même que les applications de rencontres ne sont pas du tout une bonne manière de mettre en avant le couple et la romance à l'heure actuelle. Je ne nie pas qu'il y a certaines personnes pour qui c'est un ultime recours et qu'il faut pas le nier, mais forcément dans mon éthique personnelle et dans la manière dont je conceptualise l'amour, à savoir pas du tout une transaction en fait entre vente là, quand on dit je me vends bien, nanani nanana, moi je m'y retrouve pas du tout, et puis surtout on peut vraiment se sentir hyper naze parce que si on a envoyé un cœur à cette personne, enfin un like, et que cette personne nous l'a pas rendu, ou qu'il n'y a pas assez de personnes qui nous like, mais ça nous renvoie une idée de nous-mêmes qui devient complètement fausse. Enfin, on base notre identité, genre si elle plaît ou non, par rapport au nombre de likes qu'on a eu. Ça rejoint un peu cette idée des réseaux sociaux, mais là, ça va encore plus loin, puisque c'est une question de désirabilité amoureuse. Et vu qu'on nous conditionne à nous faire croire en fait que l'amour amoureux, donc romantique et de couple, est le pilier de notre vie et ce à quoi on doit aspirer plus que tout, quand on l'a pas, c'est problématique. Qu'en pensent mes amis ? Si on parle de marché de l'amour, moi ça me dérange pas comment c'est mis en avant, encore une fois, parce que c'est moderne, les applications de rencontre, ça fait rencontrer des chouettes personnes entre eux, des fois ça fonctionne, moi ça me correspond pas, je m'y retrouve pas, je trouve ça trop brutal, c'est trop frontal, c'est trop évident en fait, je trouve ça pas intéressant, c'est juste pas attrayant. Voilà. Comme je me base sur effectivement un ressenti, une émotion, une connexion, les applications de rencontre c'est pas forcément le meilleur endroit, et ouais je trouve ça trop évident, on sait pourquoi t'es là, et y a pas de magie en fait.
On a perdu une certaine intensité en passant par les réseaux, la télévision, les écrans en général. On a perdu une certaine intensité dans la drague et dans le romantisme et tout ça. Mais moi, ces petites applications de rencontres là, pour moi, elles fonctionnent. Pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Mais c'est une nouvelle façon de voir et de vivre les choses. Ça fonctionne pour certains et je suis hyper contente pour eux. Ça m'est arrivé de les utiliser. Ça a fonctionné comme ça n'a pas fonctionné. On vit avec notre temps, en soi. Alors, je dirais que non, ça ne me convient pas, en tout cas pas totalement. Vraiment, genre, les applications de rencontres, c'est une angoisse pour moi. J'ai l'impression qu'on doit s'y vendre. J'ai l'impression qu'on consomme des gens et des possibilités de relations. C'est trop bizarre, mais je sais pas comment l'exprimer autrement. Et qu'on a complètement perdu le naturel qui existe pourtant dans toutes les autres sphères de notre société, tu vois, dans les autres formes de relations. La plupart du temps, les amis que tu te fais, c'est pas via des applications. C'est des gens que tu vas rencontrer dehors, c'est des gens que tu vas rencontrer en asso, pendant tes études, pendant l'enfance, pendant l'adolescence, plus tard, en club sportif. Enfin, je sais pas, je pense que tu as idée un peu de ce que je veux dire, mais tous les autres pans de notre vie sont hyper naturels. Et par contre, dès que ça vient de la romance, on force tellement le trait, tellement le truc, que ça passe par des applis de rencontre, que ça passe par... Ouais, j'ai l'impression que je dois me vendre et je trouve pas ça naturel, j'aime pas, ça me convient pas. Et c'est peut-être aussi en grande partie pour ça que j'ai un peu fait ce choix ces dernières années de pas m'y consacrer, en fait, tout simplement, de pas... je suis pas en recherche, j'ai pas besoin de trouver quelqu'un, donc juste, je le fais pas et c'est ok. Un autre point qui m'est tout de suite apparu, important à soulever, quand j'ai commencé à m'interroger sur la prépondérance du couple dans notre société, notamment chez les femmes, parce qu'on accepte beaucoup plus le célibat d'un homme qui dure parce qu'il a une carrière, parce qu'il a des ambitions, parce qu'il a des passions qui font que, voilà, il n'a pas le temps de se mettre à la tâche. Enfin, par exemple, Thomas Pesquet, on ne remet absolument pas en question son célibat parce qu'il a un métier tellement important et lui-même le dit qu'il ne pourrait pas imposer son rythme de vie à une femme, à une compagne, parce qu'en fait, il passe la moitié de sa vie dans l'espace ou en préparation pour y aller. Ça, c'est beaucoup moins remis en question qu'une femme d'un certain âge qui n'a pas eu d'enfant, qui n'a pas eu de mari. Pourquoi une femme doit toujours se justifier sur sa non-maternité, le fait qu'elle n'ait pas eu d'enfant, ou le fait que peut-être qu'elle n'en ait pas eu envie, et pareil par rapport au couple. Et du coup, je me suis posé cette question. C'est de 1, comment la non-envie de couple, ou comment le célibat plutôt, pouvait m'infantiliser ou me décrédibiliser en tant que personne. Est-ce que c'était vraiment le cas ? Et surtout, est-ce que je pouvais subir une forme de rejet de certaines conversations, de certains prismes de vie parce que j'étais célibataire et non en couple ? Ce que j'ai constaté, c'est que forcément, j'ai un entourage, j'ai la chance d'avoir un entourage qui reste quand même relativement déconstruit à ce sujet. Comme je vous l'ai dit, j'ai évolué quand même dans une sphère relativement privilégiée. Alors attention, le privilège, c'est pas forcément l'argent, puisqu'il y a des personnes qui vont être dans des milieux très riches et qui vont avoir une double pression par rapport au besoin d'être en couple, etc. Mais je parlais de privilège, d'avoir des gens dans ma famille qui se questionnent beaucoup et pour qui en fait ça devient une évidence que le couple n'est pas une issue à tout, qu'il est hyper important de faire d'autres choses. Ce que je veux dire donc par là, c'est que pendant très longtemps c'était forcément la question qui me revenait au repas de famille. Alors, un petit amoureux ? Et les fameuses réponses du genre ouais, pour l'instant tu dis que tu veux pas du couple comme nous, des enfants, mais tu verras plus tard. Tu verras à 30 ans. Et bien sûr, la chose là que je viens de caricaturer, c'est pas de nous dire oui, la position que tu as en tant que jeune personne va peut-être évoluer en fait au fil des années parce que tu vas vivre d'autres expériences, parce que je sais pas, tu vas avoir d'autres envies, d'autres aspirations, d'autres moyens aussi de pouvoir avoir ces envies, ces aspirations. J'ai caricaturé parce que c'était le bloc comme ça qui était sorti et que je peux trouver en fait, malgré forcément les personnes de ma famille qui s'en rendaient pas compte, très infantilisant. Parce que de un, on vous dit non mais là t'en as pas envie, mais c'est parce que t'es encore jeune, donc vous n'avez pas une pleine conscience tout simplement parce que vous êtes jeune, alors qu'on peut avoir une conscience en fait propre à notre âge, et qui n'est pas à débunker. On reparlera peut-être à 30 ans de la chose, déjà si j'en ai envie, et de 2, parce que j'aurai un âge en fait qui se rapproche du coup des 30 ans, et ensuite parce que je ne veux pas me définir en fait par rapport à ça uniquement. Et ça, c'est quelque chose qui revient aussi dans les témoignages de mes potes que vous allez voir juste après. C'était de se dire pourquoi c'est une question qui revient, alors moins maintenant, et comme je disais, parce que j'ai un entourage qui se déconstruit sur la question et qui ne fait plus tourner les choses qu'autour de ça. Voilà, ça va plus être des questions de bien-être maintenant qui vont concerner. Ça va être, je sais pas, quels sont tes projets, comment va ton travail, tu veux partir vivre en Corée pendant 1 an, c'est trop bien, parce qu'ils savent qu'il y a d'autres choses qui m'alimentent et parce que eux-mêmes saluent cette alimentation
constitué d'autres choses, auxquelles eux n'ont pas eu la chance en fait de pouvoir prétendre. Mais dans d'autres sujets, je sais que je serai considérée comme une véritable adulte quand je me prêterai au jeu des gens de ma famille de reproduire le schéma relationnel d'enfants, etc. Je sais que si je me présentais demain avec un bambin dans les bras et une ou un partenaire avec qui je me serais mariée, avec qui j'aurais une maison, je serais dans leur clan en fait. Et parce que si, les femmes notamment, c'est considéré que c'est dans notre nature de vouloir des enfants et le couple, parce qu'on a l'instinct maternel. Alors je permets de débunker ici, l'instinct maternel n'existe pas. Il n'y a pas d'instinct propre aux femmes en fait par rapport à l'enfant, c'est vraiment débunké scientifiquement, etc. On va plus parler en fait de liens de filiation parentale, mais qui ça peut autant toucher les hommes que les femmes, ce n'est pas propre aux femmes. Et c'est pour ça que d'ailleurs, même si c'est beaucoup plus faible, il y a de très mauvaises mères, et heureusement il y a de très très bons pères qui ont des parfaits liens avec leurs enfants. Et il y a même, attention, des parents qui adoptent et qui sont autant considérés comme des super parents par leurs enfants. Concernant la partie du rejet, encore une fois, il y a une distinction entre être célibataire à 25 ans et être célibataire passé 30-35 ans. C'est que là, je suis dans un âge où j'ai encore beaucoup d'amis qui sont célibataires, qui se recherchent, qui finissent des relations, qui ont commencé au lycée par exemple, et qui se laissent un peu de temps avant de repartir dans une autre, enfin bref, qui se questionnent, qui se laissent le temps de vivre. Et il y a mes amis de 30 ou un peu plus qui commencent à subir en fait cette injonction sociale qui ne vient pas forcément donc que de la famille ou peu importe, mais qui vient du fait que vu que tous leurs amis sont mariés avec des enfants, en fait s'ils veulent s'y coller, avoir les fameuses vacances entre amis ou etc, c'est plus simple s'ils correspondent au même modèle. Et c'est bien là où il peut exister un rejet de gens qui vont vous dire « Ah non, mais quand c'est que t'as quelqu'un, histoire qu'on se fasse des trucs ensemble ?» Comme si on pouvait pas faire les choses ensemble en tant que célibataire, côtoyant des couples, etc. Et même si, encore une fois, dans ma chance, je le ressens pas nécessairement à l'heure actuelle, en fait, il y a un moment, et je le sais, alors pour l'instant dans mon entourage, c'est pas amené à être comme ça, mais potentiellement ça le sera, où il y a tellement tout le monde qui va agir en binôme et à deux, que moi en fait je vais me retrouver sur le banc de touche et que c'est là où on peut se sentir hyper rejeté et surtout très ostracisé et où c'est plus difficile en fait de se confronter à sa solitude. C'est qu'on peut être bien tout seul et avec sa propre compagnie, y a pas de souci, mais quand on ne peut plus accéder à des moments en groupe, en communauté, tout simplement parce que ces personnes vont les privilégier avec des gens qui leur ressemblent, et c'est un choix qu'elles font, etc., que je remets pas en question, c'est là en fait que c'est très difficile de vivre ce rejet en tant que célibataire, et surtout que ça peut être très injustifié. Et de ça, je vous laisse avec les témoignages de mes potes parce qu'ils sont hyper intéressants. Concernant mon célibat, je suis célibataire depuis 28 ans, je n'ai jamais été en couple. Je ne ressens pas de rejet direct du près de mes proches, de mes proches, de mes amis, de ma famille. J'ai pas l'impression qu'on me rejette par rapport à ça, j'ai pas l'impression qu'on me pointe du doigt parce que j'ai jamais ramené de personne à la maison. Généralement, c'est que je me rejette un petit peu toute seule. Je sais que dans mon adolescence, jusqu'à mes 18-19 ans, j'avais beaucoup de mal à me sentir intégrée dans certaines conversations parce que je n'en faisais clairement pas partie, jusqu'à à peu près mes 24 ans d'ailleurs. Parce que entre nous, on va beaucoup parler de, de mecs ou de meufs ou de relations sexuelles ou je sais pas, bref. Ado, pré-adulte, tu parles énormément de ça. Aujourd'hui, moi, c'est plus du tout mon cas, donc je sais que la majorité des conversations que je vais avoir avec mes copines, avec mes copains, c'est pas du tout centré sur l'amour ou la romance, donc je me sens pas tant exclue. Par contre, c'est vrai que je me sens exclue parfois quand on me demande, même si c'est une question de curiosité, est-ce que toi t'as quelqu'un dans ta vie, et que je dis non, ça me renvoie au fait que je suis encore célibataire, alors que la personne d'avant lui a posé une question, elle a dit oui, ça fait 6 ans que je suis en couple avec mon mec quoi. Je suis en mode bon, est-ce que c'est vraiment foncièrement intéressant? Est-ce que tu peux me poser une question par rapport à mes amis par exemple? Et je me dis que je vais développer un truc. Si un jour on me pose à nouveau la question de et toi, t'as quelqu'un dans ta vie? Je dirais non, mais j'ai des super potes. Il faut que j'adapte mes réponses. Parce que même moi, je me retrouve con en fait. Je dis non, mais après, il y a rien d'autre. Genre, les gens cherchent pas plus en fait. T'as pas de mec? Ok, on passe à autre chose, tu vois. Comme s'il y avait que ça qui ajoutait de la valeur à ma personne en fait. En tout cas, en cercle familial ou en cercle, je sais pas, de retrouvailles d'anciens potes, souvent entre très adultes. Et si par contre je me sens exclue, j'ai une forme de rejet qui est assez étrange, c'est que comme moi je suis sur les réseaux sociaux, je suis créatrice aussi de contenu, j'en ai déjà parlé pas mal de fois sur les réseaux que j'étais célibataire depuis mes 28 ans. Il y a beaucoup de gens beaucoup d'hommes qui ne me croient pas, qui pensent que je mens. Les hommes pensent que, et je précise que c'est les hommes parce que c'est toujours des commentaires des hommes, qui pensent que parce que je suis célibataire ou que je n'ai jamais été en couple, je me tape la terre entière. Voilà, je pense qu'ils ont un problème avec ça, hein, ils font une projection... Soit parce que s'ils me ressemblaient, peut-être qu'ils voudraient se taper la terre entière, ou alors c'est des gros frustrés qui voudraient se taper la terre entière, je sais pas. Mais du coup, ils rejettent ça sur moi. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui, et ça c'est un truc qui m'a beaucoup dérangé, qui me dérange toujours, quand je dis que j'ai jamais eu de mec, qui valorise ce truc-là, comme si n'avoir jamais eu de mec c'était plus pur, c'était plus honorable. Et ça m'énerve profondément.
parce que c'est encore donner de la valeur à une femme à travers les hommes, qu'elle en a eu dans sa vie ou pas. Et ça me saoule beaucoup. Donc ouais, là-dessus, je me sens plus rejetée comme ça. Qu'on me croit pas ou qu'on me donne des critères, qu'on me donne une personnalité à travers ça, ça me gave. J'ai une pote à moi qui m'en a parlé hier, qui travaille dans un lieu où il y a beaucoup d'hommes notamment, et qui la saoule vraiment avec ce célibat, en mode mais c'est quand que tu trouves quelqu'un comme ça, on fera des dates à 4. Comme si c'était pas possible de faire un date avec un couple et un célibataire. La question qui suit, elle portait sur le rejet du célibat et je l'ai jamais vraiment ressenti. Le rejet dans une conversation, dans une situation, dans un contexte social, ça va. Le fait d'être célibataire, ça n'empêche pas mes proches de m'inclure dans leurs conversations ou leurs activités. Donc merci pour mes potes, j'ai des potes cool. En famille, c'est différent. En fait, moi, du coup, j'ai une grande famille, mais le souci, c'est que je suis la plus grande des cousines et je suis la seule célibataire. Ça m'arrive une fois de temps en temps d'être célibataire. En ce moment, je le suis. Et le problème, c'est que toute ma famille, que ce soit les plus jeunes ou les plus vieux, sont tous en couple. Donc ce sera vraiment une tablée de couple avec juste Anna. Tu te sens un peu left out de certaines conversations. Ils parlent entre eux, ils te posent pas forcément la question, ils te demandent pas ton avis. Souvent, je m'impose. J'ai un avis, je vais le donner. Ça m'embête pas, ça touche pas mon ego, mais je l'ai remarqué. Avez-vous eu un sentiment plus ou moins fort de rejet en raison de votre célibat ? Ma foi, tout le temps. Un peu moins maintenant parce que, disons que je gère mieux le rejet, mais ça continue en soi. Je trouve que c'est surtout dans les discussions autour de la vie de couple que je me sens mise à l'écart. Tout simplement parce que je ne la vis pas, parce que je ne l'ai jamais vraiment vécue. Et du coup, mon avis est souvent considéré comme moins valable, voire impertinent en fait, tout simplement, je dirais. Je peux comprendre certains aspects, parce que c'est une réalité, tu vois, le fait que je connaisse pas cette expérience de l'intérieur. Mais ça n'empêche que quand t'es confronté à ce rejet-là, ça reste violent, ça reste douloureux. D'autant plus quand t'es dans une société où la vie de couple, c'est genre... ça occupe une place tellement centrale que du coup j'ai parfois l'impression d'être exclue de tout un pan de conversation et plus largement de normes sociétales partagées, tu vois. Genre c'est à ce stade-là, tu vois, vraiment des fois il y a des conversations autour de moi autour de la vie de couple, machin, ceci, tu essaies de t'intégrer à ça, de donner ton point de vue, mais rapidement il est rejeté parce que tout le monde sait un peu que t'es pas concerné et du coup ouais, c'est un peu violent parfois. Et ça arrive tout le temps, même maintenant où je suis plus à l'aise avec ça arrive encore très souvent. Donc avec toute cette déconstruction et ces premières pistes, je me suis posé une question à laquelle je répondais par la négative, mais de manière assurée pendant des années, à savoir, est-ce qu'on peut vraiment se connaître soi-même si on est célibataire, si on n'est pas en couple, si on ne forme pas une paire avec quelqu'un d'autre ? Pendant des années, j'ai dit non, parce qu'on nous vend que, voilà, on découvre des facettes encore inconnues quand on est avec quelqu'un que l'on aime, qui nous fait des papillons, qui nous met des papillons dans le ventre. Et vous voyez ma tête, là, encore une fois, caricaturale. Et en fait, j'ai envie de vous dire, c'est pas quelque chose que je remets en question. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une différence entre se connaître soi en couple et se connaître soi tout court. Une parole que j'ai trouvée extrêmement intéressante à entendre de mes amis et surtout que j'ai trouvée extrêmement honnête de mes amis, donc là à 25 ans, qui ont 8-10 ans de relation, qui datent du lycée, du collège, etc. C'est qu'elles étaient heureuses, épanouies, c'était pas la question, mais qu'elles avaient l'impression forcément de s'être façonnées. Et quand on parle de 10 ans, quand on en a 25, c'est quand même une bonne partie de qui on est, donc de leurs 15 à 25, par rapport au couple comme unique et seul socle. Alors oui, en un sens, elles ont accès à des parts d'elles que moi je ne connais pas, mais dans un autre, ce sont des parts d'elles qui ont été largement, très largement influencées par leur couple. Est-ce que c'est forcément négatif ? Est-ce que c'est forcément positif ? C'est pas vraiment ça que je pose comme question, mais que forcément quand on est seul, sur un certain laps de temps, on a beaucoup plus de temps pour s'écouter soi-même. Parce qu'on se retrouve à vraiment s'interroger sur quels sont nos désirs profonds, à se demander qu'est-ce qui nous intéresse réellement, qu'est-ce qui nous motive. Et ça, c'est quelque chose qui, quand on est en couple, en fait, on peut penser à l'autre avant même de penser à soi-même parfois, on peut penser en nous avant de penser à soi-même parfois, souvent, et du coup, perdre ce temps, en fait, qui est hyper précieux, de s'interroger sur oui, mais nous, là, hors ces personnes qui font partie de nous et qui nous influencent positivement, négativement malheureusement pour certaines personnes, nous toutes seules ça donne quoi ?
Et c'est très difficile forcément de trouver cette réponse quand on est dans un couple. Puisque pareil, dans la vision qui nous est proposée à l'heure actuelle et qui est toujours très prépondérante, le couple fait souvent un état de fusion. Alors, il y a différents paliers, hein, on dit pas la fusion où la personne elle est en mode « si tu meurs, je meurs sur l'instant », mais plutôt de dire forcément on fait beaucoup d'activités communes, on partage un habitat possiblement passé un certain âge, même un lit. Je sais pas si on se rend compte de l'intimité, genre on peut même plus se demander est-ce que je préfère dormir seule, parce que ça devient notre routine à partir d'un certain moment. Et une fois de plus, c'est un constat. Est-ce qu'il y a une réponse parfaite ? Je ne sais pas. Par contre, la réponse c'est que on peut assurément savoir qui on est vraiment en étant seul. Ça pareil, qu'en pensent mes amis ? Pour moi, on peut être épanoui et se connaître autant célibataire qu'en couple. Chacun a son parcours. Je pense pas qu'il faille être absolument célibataire dans sa vie pour mieux se connaître et absolument en couple pour mieux se connaître. Par contre, effectivement, il y a plus de personnes qui devraient être célibataires un plus longtemps parce que ça ferait peut-être guérir certains traumas. Mais je pense que l'un dans l'autre, on apprend à se connaître, on vit des expériences et c'est ça qui forge notre expérience, notre humanité. Mais bon, prenez un peu plus de temps d'être célibataire entre vos relations quand même, s'il vous plaît. C'est important de processer la situation quand même. Est-ce qu'on peut apprendre à se connaître en dehors des yeux de son partenaire ? Oui. Pour moi, on apprend à se connaître soi-même. Je voyage énormément, j'apprends à me connaître grâce au voyage. Et si un de mes proches doit m'aider à me comprendre, ce sera des personnes qui me connaissent mais bien mieux que mon partenaire. Je veux bien, si votre partenaire, ça fait 15 ans que vous êtes ensemble, ok, il peut t'apprendre 2-3 petits trucs sur toi, il a un point de vue extérieur. Mais mes 2-3 copines, dont Juliette, ou ma famille, eux peuvent me donner un certain point de vue, qui d'ailleurs peut-être ne sera pas en accord avec moi. C'est toi-même, tu te connais toi-même. Est-il possible, selon vous, de parvenir à vous connaître véritablement et à vous sentir épanoui sans partenaire amoureux ? Alors, déjà, selon moi, oui, c'est tout à fait possible de se sentir épanoui sans partenaire amoureux. Heureusement, parce que je vois la relation amoureuse comme un bonus et pas comme une condition au bonheur, donc je ne vois pas dans quel monde ce serait impossible de s'épanouir sans homme actuellement, ou sans femme, sans peu importe, hein. Je parle de mon point de vue, encore une fois, hétéro. Moi, par exemple, si je fais le reflet de tout ce qui me rend heureuse, ça va être mes relations amicales, ça va être la famille, ça va être mes passions, ça va être mes hobbies, ça va être, je sais pas, genre les moments de créativité, ça va être parfois la carrière, le mode de vie, etc. J'ai pas besoin d'un homme à rajouter à ça pour être pleinement épanouie. Je le suis déjà, et si un homme se rajoute et que ça m'épanouit encore plus, banger, trop bien, mais c'est pas une nécessité. Alors peut-être qu'à ce stade-là de la vidéo, il y a certaines personnes qui se disent « Mais en fait, celle-là, elle a fait cette vidéo-là avec toutes ses potes, parce qu'en fait, elle est célibataire depuis longtemps. » Je me permets en fait de balancer des bails. Et elle assume pas qu'elle a juste un échec, que c'est juste elle-même un échec. Et donc du coup, ma question a été la suivante à me poser. C'est est-ce que mon célibat représente un échec pour moi ? Et surtout, est-ce que là, si on me disait t'es célibataire à vie comme tu l'es maintenant, mais par contre t'as genre jamais une relation amoureuse quelle qu'elle soit, ou tu acceptes toute ta vie d'avoir le couple comme il est vécu par la majorité des femmes à l'heure actuelle, lequel tu choisis honnêtement ? Et en fait, pour répondre à la deuxième question, j'ai commencé par la première. Pendant très longtemps, j'ai eu le sentiment en fait que mon célibat était un échec, tout simplement parce que je ne collais pas avec le standard qui m'était proposé par mes amis par exemple. Franchement, à partir de 16 ans, j'avais quasiment toutes mes copines qui avaient vécu leur premier amour, pour beaucoup même leur première fois. Et le truc, c'est que la sexualité est ultra prépondérante, je trouve, dans les premiers amours. Enfin, moi, à mon époque, suis-je si vieille ? Non. Mais comme bien même, on s'en fout. Et j'avais l'impression de pas fit les standards, en fait, de pas connaître les rites initiatiques que je devais connaître. Et à cette époque-là, oui, c'était un échec. Parce que, forcément, je construisais, en tant que jeune adolescente, ma valeur, qui j'étais, mon crédit en tant qu'être humain, en fait, à avoir validé ou non certaines coches sociales de vie, d'expérience, au fait d'être en couple, au fait d'avoir vécu tout ce qu'il implique en termes de première fois, rencontrer les parents de l'autre, partir en voyage, coucher, mon Dieu. Et moi qui n'y avais pas accès, je me disais, je sais pas, fous-toi un coup de pied au cul, fais comme tout le monde. Et du coup, je me sentais en échec de ne pas faire comme tout le monde. Et la vérité, elle est bien là. Et c'est dit dans Post-Romantique très très rapidement, je crois, dans l'introduction, et j'adore ça, c'est qu'en fait, c'est plus difficile pour un célibataire de vivre son célibat par rapport à l'injonction que ça représente d'absolument être en couple pour faire comme les autres, plutôt que d'être seul tout simplement.
Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, moi, mon célibat, je ne le subis absolument pas, et surtout, ce n'est pas un échec, parce que ce n'est pas quelque chose qui me définit. J'ai intégré que ma valeur ne dépendait pas de ce fait, et surtout que ma valeur ne dépendait pas du fait de ressembler aux autres. J'ai la chance d'avoir un entourage familial qui est derrière moi, qui est avec moi, un entourage amical présent. C'est que ma source de bonheur, en fait, ne dépend pas de ça. Donc, comment pouvoir dire que c'est un échec, alors que c'est d'aucune manière ce qui est censé me définir, ou ce à quoi, en fait, j'aspire me définir. Et mes amies, qu'est-ce qu'elles en pensent ? Pour moi, le célibat, aujourd'hui, c'est pas une forme d'échec. Je crois que profondément, ça n'a jamais été vraiment une forme d'échec. Par contre, un peu plus jeune, ça a été une résignation profonde parce qu'à un moment donné, tu penses que personne n'est intéressé par toi. Donc, tu te nourris de ça. C'est plus de la résignation, c'est une acceptation que tu fais, mais c'est pas une forme d'échec. Alors que oui, ma dernière relation, c'était une forme d'échec, mais God bless. C'est le Seigneur qui m'a épargné de gros problèmes, je pense. Mais sinon, je le vis pas comme une forme d'échec. Est-ce que je vis mon célibat comme un échec ? Pas du tout. Pas du tout, je l'ai jamais ressenti comme un échec et je me trouve trop jeune. J'ai 25 ans, être célibataire à 25 ans, c'est pas du tout un échec. Mon seul petit souci à moi, il va reposer sur le futur. J'ai déjà pensé à l'éventualité de rester célibataire pendant un moment, de vieillir célibataire, et j'ai peur que, au fur et à mesure du temps, je le ressente comme un échec, de vraiment vieillir célibataire. Donc j'essaye de me rappeler assez souvent, j'essaye de me convaincre que non, ce sera ok. Ce sera aussi ok de rester plus longtemps, de continuer et de vieillir célibataire. C'est tout aussi bien. Est-ce que votre célibat représente ou a représenté une forme d'échec pour vous ? Oui, en étant tout à fait honnête, oui. Jusqu'à encore il y a très peu de temps, je l'associais vraiment à un échec. Je l'associais à beaucoup de choses qui n'allaient pas. Je pense que j'ai été victime, comme tout le monde, des injonctions sociales et que tout le monde, à un moment donné, me renvoyait l'idée que j'étais insuffisante, que j'étais incomplète, que j'étais presque du coup anormale. Et c'était vraiment très douloureux, très compliqué. Et ça venait de tous les pans de la société, ça venait de mes proches, parfois de mes parents, même sans le vouloir, hein, mais toujours personne à nous présenter et tout. Ça venait des copines, tu vois, des copines que tu vas pas voir pendant des années, tu les retrouves et la première question presque c'est « alors, enfin quelqu'un ?» tu vois. Alors que non, genre toujours pas et que c'est ok. Mais pendant des années, ça a été, je sais pas, tu te poses devant une comédie romantique et tu te rends compte que t'as jamais vécu un quart de ce qui se passe. Alors oui, les comédies romantiques, c'est très romantisé, c'est très extrapolé, c'est pas tout à fait le reflet de la réalité, mais j'avais quand même beaucoup de copines qui avaient vécu des trucs de fou au lycée, pendant que moi, j'étais là en mode... je m'en fous, quoi. Donc c'était très compliqué. Et je dirais qu'en fait, pendant très longtemps, ma valeur et ma confiance dépendaient entièrement de cette absence de vie amoureuse. J'avais l'impression que j'étais une merde, en fait, faut le dire. Que en fait, ça n'allait pas chez moi et que c'est pour ça que personne ne voulait de moi. Alors que foncièrement, j'avais toujours choisi d'être seule, et que c'est ok. Mais il m'a fallu quand même des années pour déconstruire toutes ces injonctions et réussir à créer en fait une nouvelle façon de penser qui s'éloigne des schémas imposés par la société et dans laquelle je me sens juste mieux et dans laquelle je réalise que non, je ne suis pas nécessairement le problème. C'est peut-être la société le problème. Mais oui, j'en ai beaucoup souffert et je pense que ça a été une forme d'échec et que ça allait encore pour beaucoup de monde. Et du coup, pour la question qui est de savoir qu'est-ce que je préfère entre le célibat à vie ou le couple comme il est vécu par la majorité des femmes, en fait, c'est assez inhérent, c'est que c'est le célibat à vie. C'est qu'on parle bien de ce que vivent la majorité des femmes, et pas de ce que peuvent vivre, et ont la chance de vivre, certaines femmes. Je ne nie pas qu'il y a des couples où la charge mentale, elle est très justement divisée, où va y avoir vraiment une prise en considération totale, notamment du partenaire homme, puisque en général, c'est vraiment ces couples-là qui posent problème sur la répartition inégalitaire de tout ça, de toutes ces attentions, de toute cette empathie, de toute cette écoute. Bien sûr qu'il en existe, et j'en ai des preuves dans mon entourage, mais dans la globale majorité, ce n'est pas en fait la réalité. Et c'est pour ça que si on me demande est-ce que la grosse majorité tu la veux au simple titre, encore une fois, donc, moi dans mes privilèges, d'être en couple qui pour moi représente juste un plus, en fait c'est non, parce que du coup ce plus ne vaut pas l'épanouissement que j'ai en étant seule, la stabilité, tout ce que je peux faire en fait dans mon célibat. Et je fais une parenthèse dans la parenthèse, mais même un autre truc sur lequel je capitalise pas du tout, et ça qui je pense est partagé donc pour les hommes, pour les femmes, c'est la notion de sacrifice. Genre c'est que c'est hyper commun qu'on entende oui quand t'es dans un couple c'est normal que tu fasses des sacrifices. Genre le mot on l'a rendu
hyper faiblard, alors qu'en fait il est ultra puissant, et c'est de dire il y a des concessions qu'on peut faire et des aménagements forcément qui seront faits parce que des relations humaines, surtout quand on a une telle intimité, l'imposent quand même à un moment, mais des sacrifices, j'ai le droit aussi de refuser cette forme de couple. En fait, si j'en arrive à sacrifier, encore une fois le mot a son importance, quelque chose qui m'est très propre, très cher, très propre à ma personne, je suis en mesure, une fois de plus, de préférer être seule. On appelle ça la valorisation d'une personne sur son indexation à la résistance à la souffrance. Je vous invite, c'est Youssoupha qui en parlait sur notamment les femmes, de dire ouais, les femmes avant, elles restaient, mais à quel prix ? Pour quelles raisons ? Est-ce qu'elles avaient le choix, la liberté de partir, de choisir justement le célibat ? Alors, si on part du principe ce que vivent la majorité des femmes, c'est-à-dire ce que les études montrent, j'imagine en termes de charge mentale, de violence dans les couples, vraiment des études qui sont faites, qui relatent un peu statistiquement, je précise, ce sont des chiffres les amis, je pense que j'en voudrais pas, parce que je pourrais faire partie de ces stats, donc si c'est ça la majorité des gens qui sont en couple, non ça m'intéresse pas, je préfère rester seule toute ma vie, sans couple, sans amour romantique, parce que c'est beaucoup plus épanouissant, je me sens tout autant aimée, si c'est pour faire partie de la majorité des gens qui sont en couple, et qui le vivent mal, non ça m'intéresse pas, je préfère rester seule toute ma vie. Le mot majorité m'embête parce que bien qu'il y ait des points positifs, bien que ça ne m'embêterait pas tant que ça d'être en couple, de vivre en couple, de vraiment me poser et tout ça. Donc du coup vraiment sous ce spectre hétéro-monogame, des choses comme ça. Ça a ses points positifs, on va dire. La célibat vie m'offre déjà beaucoup plus de liberté, dans tous les cas. Parce qu'il reste quand même beaucoup trop de oui mais, beaucoup trop de sacrifices dans ce pack couple. Si je choisis le pack couple, il faut que je retire quelque chose. Il faut que j'ai des sacrifices à faire, il faut que je fasse attention à plein de choses, il y a des dangers. Derrière le mot danger, tout ça, à côté de choisir ce bon vieux célibat qu'on connaît tous très bien, qui est très confort et qui m'offre toute la liberté dont j'ai besoin. Célibat, allons-y. Si on vous proposait le couple comme il est actuellement vécu par la majorité des femmes, ou un célibat à vie, que choisiriez-vous et pourquoi ? Suspense, je choisirais sans hésiter le célibat à vie. Ça, je pense que la question ne se pose même pas pour moi. D'abord parce que je me reconnais pas du tout dans l'idée du couple tel que la société nous le présente, nous le vend. Mais aussi parce que je vis très bien mon célibat, tout simplement. Ma vie, elle est déjà remplie de plein de belles choses qui me rendent heureuse. Vu que l'amour n'est pas une condition à mon bonheur, je peux très bien rester célibataire à vie et tout simplement être entourée de ma famille, de mes amis, continuer à vivre de mes passions, faire les hobbies qui me plaisent, trouver le bonheur en fait partout ailleurs et pas simplement à travers une relation amoureuse, surtout si je dois la vivre comme elle est vécue très largement maintenant, c'est-à-dire en tant que femme, une très grosse charge mentale et compagnie quoi. Et enfin, du coup, à la somme de toutes ces interrogations que je me suis faites, je me suis dit, mais qu'est-ce que je me dirais à la moi célibataire d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, qui était encore toute jeune et qui pensait qu'on devait forcément se définir par rapport à ça ? Et qu'est-ce que j'aurais l'audace de croire pouvoir dire à des personnes célibataires comme moi à l'heure actuelle, qui le vivraient mal, ou qui s'interrogeraient plutôt sur pourquoi je le vis si mal d'être célibataire ? Eh bien, je dirais tout simplement qu'on n'est pas à pied d'égalité, on ne se bat pas avec les mêmes armes suivant les privilèges que l'on a, forcément. Ça, c'est un fait. Et je vous dirais qu'on ne peut pas vous faire ressentir « Oh là là, mais tu fais chier à faire la célibtrice, enfin ça va, tu profites, tu fais d'autres choses », si pour vous, ça incombe comme étant synonyme de liberté. Vous pouvez aussi mal vivre le célibat, et vous en avez totalement le droit, parce que vous avez envie de ressentir ces élans amoureux, vous avez envie de partager, vous avez envie d'être comme les autres. Ça, c'est un constat auquel, par exemple, moi, je me retrouve pas, mais je veux dire, en fait, dans lequel j'ai la chance de ne pas avoir à me retrouver. Parce que la différence, elle fait mal. La mise à l'écart du groupe majoritaire, ou du groupe qu'on veut vous faire croire dans la norme majoritaire, elle peut faire mal. Et ça, pour moi, c'est quelque chose à dire. Par contre, j'aimerais bien évidemment vous rappeler qu'en tant qu'individu, vous êtes plus qu'une situation de couple ou de non-couple. Vous êtes une personne avec des sentiments, avec des rêves, avec des aspirations, avec une réalité qui n'est pas forcément facile, ou qui, je l'espère, tendra à l'être plus, mais qui est la vôtre.
et qui ne va pas se balayer d'un coup de baguette magique vers le meilleur des mondes juste parce que vous êtes en couple, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Car oui, le couple peut être magnifique, et ça je le remets absolument pas en question, et j'espère que vous l'aurez compris bien sûr tout au long de cette vidéo, c'est que ce qui me dérange, c'est ce qu'on veut en faire, et c'est ce qui en est à l'heure actuelle. Mais bien sûr, j'ai fort espoir, j'ai grand espoir, je dirais même, à ce qu'on en fasse autre chose, et il y a déjà beaucoup de gens qui font en sorte que ça devienne autre chose, que ça corresponde plus à nos attentes, à qui on est, à ce qu'on veut. Mais voilà, ce couple-là, il peut être très très beau, mais il peut aussi apporter beaucoup de souffrance. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais amener, c'est que là, tout de suite, quand on n'est pas dans la situation, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. On se dit, voilà, moi je suis célibataire, c'est hyper dur. Quand je serai en couple, alors je serai heureux, alors je serai heureuse, parce que je serai dans la norme. Mais il faut voir à quoi elle ressemble, cette norme. Ce qui est intéressant selon moi, c'est de vous renseigner, d'écouter des gens, de poser des questions. Alors pas d'aller les voir frontalement et de dire « Ouais, mais est-ce que t'es vraiment heureux ? Est-ce que t'es vraiment entre nous heureuse ?» Mais plutôt de se rendre compte que le mur, il est jamais tout blanc ou tout noir. Et de se dire que ce gris, ou parfois malheureusement ce noir, pour certaines personnes, bah c'est pas ce à quoi on aspire. Qu'il y a d'autres choses à vérifier, à vivre en notre fort intérieur dans cette vie-là. Qu'il y a des amours qu'on a de toutes parts, que ce soit dans nos amis, dans notre famille, avec des gens avec qui on partage au quotidien, qui nous submergent et qui nous font vraiment chaud au cœur. Je vous laisse avec les mots de mes amis. Je dirais que ne vous pensez pas normal, c'est faux. Chacun son rythme. On nous vend souvent l'amour et la romance et le couple comme quelque chose d'évident qui va forcément arriver. Peut-être que ça vous arrivera pas, c'est une possibilité, mais c'est pas parce que ça vous arrive ou que ça ne vous arrive pas que ça vous rend meilleur ou moins bon. Juste, c'est une expérience que vous aurez peut-être pas dans votre vie et c'est ok. Ou que vous aurez à un moment donné, juste ça prend plus de temps que les autres, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens aussi qui forcent cette chose-là. Si vous faites partie des gens un petit peu comme moi, un peu fleur bleue, romantique, qui espèrent quelque chose d'énergique ou de lien émotionnel, et c'est ça que vous attendez dans la vie, bah ça prend plus de temps. Quoi qu'il, ça mettra du temps jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec cette situation, mais ça viendra si vous faites le taf, si vous acceptez, si vous lâchez prise sur la chose aussi, vous accrochez pas à quelque chose. Il faut savoir s'épanouir célibataire ou en couple, de toute façon. Et peut-être que votre rôle aujourd'hui, c'est de vous épanouir en couple. Pas du tout. Peut-être que votre... Attends, je la refais. Peut-être que votre rôle aujourd'hui, c'est de vous épanouir célibataire. Moi, je vous souhaite juste de l'épanouissement et du fun dans cette vie, ok ? C'est tout. Amusez-vous. En couple célibataire. Abonnez-vous à cette chaîne. Clic. Bam. Boum. Qu'être célibataire, ce n'est pas une pause entre deux vies. C'est une vie à part entière. Et tu peux la rendre tout aussi belle. Il y a tellement de choses qu'on peut aussi faire seul ou avec de bons potes. Et il y a tout plein de choses que tu ne peux faire que tout seul. Déjà, vous n'êtes pas tout seul, c'est ok. Il y a des injonctions sociales qui sont tellement fortes que forcément on en est victime, on en souffre à une période, mais que c'est possible de déconstruire tout ça et d'avancer différemment, avec une nouvelle pensée. Et juste, ce que je proposerais à ces personnes-là, parce qu'il n'y a pas de recette miracle, moi il m'a fallu des années pour arriver à ce que je raconte maintenant, donc c'est pas là avec un conseil que vous allez vous dire « Waouh Audrey, merci ». Mais je dirais simplement juste d'apprendre à dézoomer. Le zoom sur les relations amoureuses dans notre société, il est tellement fort, tellement fort, qu'il y a des moments où on voit que ça. On a l'impression qu'on peut être complet qu'à travers ça. Alors qu'en fait, il y a tellement de choses dans notre vie qui nous rend heureux et qu'il faut simplement dézoomer. Il faut dézoomer, décentrer, regarder un petit peu ce qu'il y a autour de nous et comprendre qu'en fait, on n'a pas besoin d'une relation amoureuse pour être complet. Moi, ce qui m'a aidée, c'est de me rendre compte que tout au long de ma vie, ce qui m'a fait du bien, ça a été ma famille, ça a été mes amis, ça a été mes voyages, ça a été les années où je faisais mon sport qui me passionnait, ça a été mes hobbies récréatifs, sportifs, etc. Ça a été, des moments de vie tellement simples. Et en aucun cas, j'ai manqué de bonheur parce que je n'avais pas d'homme dans ma vie. À partir du moment où vous vous posez et vous réalisez ça, c'est game changer. Voilà, c'était ma vidéo sur pourquoi je ne veux pas du couple à l'heure actuelle. Et voilà vraiment en fait de recontextualiser ce qu'on entend vraiment par la notion de couple, par la notion de romance et surtout par la notion d'amour au regard de ce que nous impose en fait la société. Mais j'espère que ces pistes vous auront quand même apporté un peu de relief, des ouvertures et je l'espère aussi beaucoup de bienveillance, de chaleur si vous vous sentez un petit peu seul, un petit peu isolé dans vos pensées ou dans votre situation de célibat. Sur ce, n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous êtes arrivé jusqu'au bout avec tout plein de cœur. S'il vous plaît, en fait, on en a besoin d'amour ici. Surtout vous donner de la visibilité à mon travail qui, vous aurez pu le comprendre,
n'étaient pas maigres sur cette vidéo. Je vous recommande encore chaleureusement les 3 bouquins qui m'ont aidé à voir la chose mais d'un œil tellement différent. Et un grand merci à Audrey, Lou et Anna qui m'ont permis d'avoir beaucoup plus de nuances dans mes propos et qui surtout ont eu l'honnêteté et la transparence et la gentillesse d'être vulnérables et de vous partager leurs histoires. C'était pas évident donc félicitez-les en commentaire. Ciao!